Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était plus vu. Désolé, là c'est le problème de matériel qui est tombé en panne et en plus la loi des séries. Donc tout m'a lâché, ordinateur, caméra, microphone. Bref, il a fallu commencer à réinvestir un peu dans du matériel pour pouvoir de nouveau faire des vidéos. Je tiens à remercier ceux qui m'ont donné un petit coup de pouce par des contributions via PayPal, dont vous trouverez le lien dans la description si certaines personnes apprécient mes vidéos et veulent m'aider à pouvoir réinvestir dans le matériel. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les 10 raisons de ne pas reprendre une location touristique. C'est un des projets phares qui revient le plus souvent parmi les personnes qui désirent s'expatrier en Thaïlande. Leur idée est de reprendre une location touristique pour pouvoir s'installer et vivre de leurs revenus, de leur business en Thaïlande. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Honnêtement, dans la plupart des cas, ce n'est pas une bonne idée. Nous allons voir cela en détail tout de suite avec les 10 raisons de ne pas reprendre une location touristique ou une guest house en Thaïlande. Première raison, vous n'êtes propriétaire de rien. Lorsque vous regardez les annonces pour les reprises de location touristique, le prix affiché ne correspond qu'à la reprise de l'activité. La plupart du temps, il s'agit de l'ancien repreneur qui essaye de vendre son affaire parce que ça ne fonctionne pas ou parce qu'il en a marre, que sais-je encore. Donc il essaie de revendre son affaire et de récupérer les billes qu'il a investies, de refiler son bébé au nouveau repreneur. Comme dit dans l'énoncé, le fait de reprendre cette activité ne vous donne aucun droit sur la location du terrain, sur le bâtiment et sur tout ce qui concerne alors le mobilier, enfin tout ce qui concerne la reprise de la location touristique. Vous payez juste pour la reprise de l'activité touristique. Deuxième raison, vous êtes à la merci du propriétaire. Comme je l'ai expliqué dans la première raison, vous n'êtes propriétaire de rien. On prend un scénario, vous reprenez une activité touristique. Vous faites la reprise de l'activité. À ce moment-là, vous allez soit reprendre le contrat de location du terrain et des bâtiments et autres qui est en cours, ou alors vous allez signer un nouveau contrat de location avec le propriétaire du terrain, le vrai propriétaire du terrain qui est généralement thaïlandais. En règle générale, ce contrat de location ne dépasse pas 3 années. La loi dit que si vous louez un terrain plus de 3 ans, vous devez à ce moment-là l'enregistrer à l'équivalent du cadastre. On appelle en Thaïlande le Land of Office. Donc les propriétaires vous proposent des baux de 3 ans. Comme ça, ils ne doivent pas l'enregistrer au cadastre. Autre avantage, tous les 3 ans, il faut renouveler le contrat. À ce moment-là, le propriétaire, du moins les plus honnêtes, vont majorer le prix de leur location de 10%. Je dis bien les plus honnêtes parce qu'il arrive certains cas où les propriétaires majorent davantage le prix des loyers, voire jusqu'à 25%. Il y en a même certains qui exigent un dessous de table pour re-signer un nouveau contrat. J'ai connu l'exemple il n'y a pas très longtemps, un Français qui devait payer 250 000 bahts de dessous de table avec une augmentation de loyer de 25% juste pour recommencer un nouveau contrat de 3 ans. À savoir quand même que ces contrats, que ces loyers que vous allez payer pour le terrain, pour les bâtiments, le mobilier et autres, le loyer que vous avez payé ne se paye pas par mois. Il est effectivement présenté par exemple 40 000, 50, 80 000 bahts par mois, voire plus, mais il faut généralement payer une année complète à la fois. Troisième raison, vous risquez de récupérer une affaire foireuse. Généralement, si on remet une affaire, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a un problème. Les gens officiellement vont dire « Oh oui, mais c'est des problèmes de santé ou nostalgie des pavés mouillés de Paris, que sais-je encore ». Ils vont pas vous dire « Bah non, on s'est planté, ça ne tourne pas comme on l'espérait, on est mal situé, on veut juste maintenant remettre à l'activité, refiler notre bébé et récupérer les billes qu'on a investies. Salut, donne-moi le pognon, bye bye et bonne chance ». Quatrième raison, il y a trop de concurrence. La plupart des locations se trouvent logiquement dans les zones dites touristiques. C'est principalement dans ces endroits-là que les gens vont rechercher à reprendre une activité touristique, une location touristique. Le problème, c'est que les meilleures places sont prises depuis des années. Alors êtes-vous sûr d'avoir la solution miracle pour sortir du lot? Cinquième raison, vous n'avez pas l'expérience. Beaucoup imaginent que c'est d'une grande simplicité que de reprendre une location touristique. Il faut quand même avoir un minimum de bagage et d'expérience. Outre le fait qu'il faut avoir des compétences pour l'accueil, pour la communication, il vous faudra un minimum d'expérience qui vous permettra d'appréhender à l'avance les inévitables problèmes que vous allez rencontrer. Avant de passer au point suivant, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait
contacter afin d'être tenu au courant des futures vidéos. Sixième raison, vous n'êtes pas doué en communication. La communication est un des piliers centraux de votre réussite. Il faut certes avoir la capacité de communiquer avec vos clients, mais il faut aussi être capable de communiquer en amont. À quoi ça sert d'avoir une très belle location touristique, de faire des aménagements autour de la piscine, de mettre du beau mobilier, de regarder pour les couverts, soigner des tas de détails qui ont leur importance une fois que les gens sont sur place. À quoi ça sert tout ça si les gens ne vous connaissent pas? Il faut faire toute votre communication en amont afin que les gens puissent venir découvrir ce que vous avez à leur proposer. Malheureusement, nombre de gens n'ont pas toutes les compétences nécessaires pour reprendre une location touristique. Reprendre une location touristique demande une palette de compétences que malheureusement peu de personnes ont. Si la seule bonne volonté était un gage de réussite, alors il y aurait plein de millionnaires étrangers, tant au pays du sourire que dans le monde. Septième raison, vous devez bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Beaucoup s'imaginent que le fait de reprendre une location touristique, c'est un peu le prolongement des vacances. On se dit, bah tiens, on discute avec des clients sympas, on boit un verre avec eux au bar, on fait des sorties à la plage, on discute sur le bord de la piscine. Bref, c'est fiesta, bar, discussion et plaisir, tout en gagnant de l'argent. Eh bien non, désolé. Reprendre une location touristique, c'est être taillable et corvéable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et croyez-moi que le manque de disponibilité, ne fût-ce qu'un petit instant, peut vous valoir des commentaires désastreux sur les réseaux sociaux ou sur les sites dédiés au tourisme. Huitième raison, ce n'est pas rentable. Imaginez les sommes que vous devez investir, que ce soit pour la reprise d'activité, que ce soit pour le loyer, pour payer le personnel, pour faire les aménagements, les réparations, pour faire la publicité, le site internet. Regardez les sommes qu'il faut investir et qu'est-ce que vous avez comme rentrée financière? Des locations de chambres qui vont par exemple à 800 ou 1000 bahts la nuitée. Vous imaginez le nombre de chambres que vous devez louer juste pour commencer à amortir une partie, toute ou partie de vos investissements sans gagner votre vie. Sans compter que les taux de remplissage peuvent varier selon les saisons, selon la crise, selon le climat. Donc vous n'êtes pas sûr, c'est vraiment des rentrées financières tout à fait aléatoires. Neuvième raison, le permis de travail. Ah ben oui, ça il faut y penser également. Vous arrivez en Thaïlande, pour reprendre une activité touristique ou pour reprendre une location touristique, vous allez devoir avoir votre société. Vous pouvez éventuellement reprendre la société de votre prédécesseur ou créer votre propre société, mais dans ce cas-là, vous allez travailler. De toute façon, vous êtes là pour travailler. Il vous faut un permis de travail. Problème du permis de travail, si on respecte la législation, c'est que pour un permis de travail, si vous travaillez seul, si vous travaillez en couple, il vous faudra 2 permis de travail. Mais par permis de travail, il vous faut 4 employés thaïlandais qui travaillent à temps plein. Prenez un salaire minimum, par exemple, de 12 000 bahts par mois, par employé, plus les charges, plus les frais divers, plus les investissements, enfin tout ce dont on a parlé avant, vous imaginez ce que ça vous coûte. Alors si en plus vous travaillez en couple, ça veut dire 2 permis de travail, il vous faut 8 employés thaï à temps plein. Alors je sais qu'il existe des cabinets d'avocats, des agences immobilières qui vont vous monter un joli dossier qui va vous permettre de créer votre société sans avoir de vrais associés thaï. Ils vont prendre des hommes de paille et ils vont faire la même chose pour les employés. Ils vont mettre des employés fictifs. Vous allez juste payer les charges sociales, mais vous n'aurez personne qui va travailler réellement, donc pas de salaire à payer. Quoique le salaire, vous allez le déclarer, histoire que ça passe dans la comptabilité, et ça, c'est de la fraude supplémentaire. Croyez-moi, si ça a marché pendant des années, cela devient une très mauvaise idée. Il y a de plus en plus de contrôles. Dernièrement, il y a un Français qui s'est fait avoir. Il avait sa société, lui, c'était dans l'agence immobilière, donc depuis chez lui, il faisait sa page Facebook, il proposait des condos à vendre ou à louer, et il a été dénoncé. Pourtant, il avait sa société, mais pourquoi? Parce qu'il bossait lui-même, il n'avait pas de permis de travail, et même s'il avait le permis de travail, c'est possible, je ne suis plus certain de ça, il avait peut-être son permis de travail, mais il n'avait pas les 4 employés nécessaires qui bossaient pour lui. Donc le gars a été arrêté. Ce qui va se passer, c'est qu'il va devoir payer au minimum une amende de 100 000 bahts. Il risque de passer par la case prison. Il va passer de toute façon au tribunal. Son visa va être annulé. Ensuite, il va être expulsé et il va être blacklisté de Thaïlande à vie. Alors pour ceux qui sont juste de passage, qui rentrent ensuite en Europe, à la rigueur, c'est pas trop grave. Mais quand vous vivez depuis plusieurs années en Thaïlande, que vous avez trouvé une femme thaïlandaise, que vous avez épousé une femme thaïlandaise, que vous avez peut-être même des enfants,
Mais là, ça pose problème car croyez-moi, les autorités ne s'arrêtent pas à ce genre de détails. Ils vous expulsent et ils vont vous dire, si vous voulez que votre femme et vos enfants vous accompagnent, ils vous accompagnent, mais pour vous, ce n'est pas une raison pour rester, vous êtes dehors. 10e raison, vous êtes tributaire des réseaux sociaux. Il y a moyen de faire sa publicité autrement sans passer par les réseaux sociaux, mais disons que pour ceux qui basent toute leur réussite sur les réseaux sociaux, c'est une arme à double tranchant. Il suffit que quelques clients vous prennent en grippe pour qu'ils vous démolissent à travers les réseaux sociaux. Je ne parle même pas des aigris, des frustrés, des gens jaloux qui ne supportent pas le fait qu'on puisse s'installer en Thaïlande, qu'on puisse y être heureux, qu'on puisse publier des images, des photos de sa réussite et qui vont systématiquement vous pourrir votre espace et vous démolir votre activité. Alors quelques conclusions, on va quand même essayer de terminer sur une touche positive. Reprendre une activité touristique, reprendre une location touristique n'est pas la meilleure des idées. Je ne dis pas que c'est un échec à 100%, mais c'est extrêmement dur et les chances de réussite sont quand même limitées. Maintenant, est-ce qu'il faut systématiquement rejeter cette idée ou comment l'aborder pour avoir plus de chances de réussite? Premier conseil, je dirais, évitez les zones touristiques. Elles sont saturées, les meilleures places sont prises, il y a une énorme concurrence. Autant aller dans un lieu où effectivement il n'y a pas de concurrence. Donc fuir un petit peu les zones très touristiques pour vous placer dans une province autre. Ce n'est pas pour ça que cette province n'est pas touristique. Elle offre sans doute et assurément pas mal de potentiel. Je pourrais par exemple vous parler de la province de l'Œil qui a un potentiel énorme et où il y a tout à faire, mais ce n'est pas la seule province. Il y a beaucoup de provinces dans le centre, dans l'Isan et ailleurs qui ont du potentiel au niveau du tourisme et en plus c'est un tourisme qui est de plus en plus demandé par les gens, un tourisme authentique, sortir un petit peu des autoroutes touristiques et découvrir autre chose. Donc il y a de la demande dans ce sens-là. Deuxième conseil, si vous avez des millions à investir, pourquoi ne pas acheter un terrain? Vous créez une société et vous achetez un terrain au nom de cette société. Ça vous permet de ne pas être tributaire d'un loyer, d'un contrat de location limité sur 3 ans et devoir en plus payer tous les ans un loyer assez exorbitant. Vous achetez un terrain via votre société, vous êtes propriétaire du terrain, vous pouvez en jouir tout le temps que durera votre société et éventuellement revendre ensuite le terrain qui vous appartient. De plus, il faut savoir que le prix des terrains qui sont hors des zones touristiques ou qui sont très demandés, le prix des terrains n'a rien à voir avec les millions et millions qui sont demandés pareil pour des petits espaces, pour des petites localisations dans des zones très touristiques. Donc vous pouvez trouver un terrain vaste, idéalement situé pour un prix accessible. Ensuite, avec vos finances, vous commencez à construire. Construisez votre maison d'habitation et vous pouvez construire quelqu'un bungalow. Vous pouvez en plus aménager selon vos désirs, selon votre conception du tourisme. Vous n'êtes pas tributaire de logements qui existent déjà. Vous pouvez tout aménager à votre façon. Le fait de rechercher un terrain, le fait d'acheter un terrain, de commencer la construction, mais ça vous fait déjà de la publicité. Si vous êtes intelligent, vous allez commencer à faire un blog avec des images qui présentent votre projet, qui expliquent votre expatriation. Il commence à expliquer votre recherche de terrain, vous avez trouvé l'endroit idéal, vous partagez, vous commencez la construction, vous partagez à travers des photos, à travers des vidéos, à travers votre blog et les gens découvrent petit à petit votre future activité. Tous ces gens qui vont vous suivre, ce sont de futurs clients potentiels. Pendant que vous investissez, vous faites déjà de la promotion. Autre avantage, pendant le temps de la construction, vous avez largement le temps de prospecter dans la province et de voir les activités que vous pourrez proposer à vos futurs clients. Pourquoi je parle d'activité? Comme je l'ai expliqué plus haut, la seule location touristique, la seule location de chambre n'est pas rentable. Donc les gens vont payer par exemple 800 ou 1000 bahts pour une nuitée, généralement pour 2 personnes. Donc c'est pas tellement rentable vu l'investissement en plus que cela vous coûte. Mais par contre, si vous proposez des tours opérateurs, vous proposez des excursions, là par contre ça peut être beaucoup plus rentable. Des excursions qui coûtent 1200, 1500, 2000 bahts par personne à la journée, selon les activités que vous proposez, c'est quand même plus rentable qu'une chambre pour 2 personnes à 800 bahts la nuitée. De plus, proposer un logement et en plus proposer des activités, c'est quand même des choses que les gens recherchent. Surtout à partir du moment où ils sont dans des zones non touristiques. Ils aiment bien être pris en charge, ils aiment bien être épaulés, ils aiment bien être orientés et pourquoi pas être guidés pour découvrir un peu l'ensemble. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez également m'écrire directement sur mon email. Il est en bas dans la description, donc vous le retrouvez si vous avez des questions plus personnelles dans la description mon email. Vous n'hésitez pas, vous
pouvez me contacter. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais bye bye et je vous présente toutes mes salutations des bords du Mékong. Salut!